Bonjour tout le monde. Je vais donc commencer. Merci tout le monde. Bonjour. Il est très tôt ici, mais je vais tout de même essayer de vous faire une présentation assez claire et simple. Donc, tout d'abord, merci de l'invitation à parler aujourd'hui aux Assises. C'est un plaisir. Je me présente en une fraction de seconde. Donc, je m'appelle Christian Roy. Je suis fondateur de A10S, qui est un réseau de spécialistes qui travaillent dans le secteur du numérique, plus spécifiquement des données et des métadonnées dans le secteur culturel. On accompagne plus d'une cinquantaine d'organisations culturelles dans leurs projets numériques. Et je vais vous présenter le plan de la présentation ce matin, mais je veux tout de suite poser que quand il est question de prescription littéraire, on peut considérer les enjeux dans toutes sortes de contextes, en bibliothèque, en librairie, même sur les médias sociaux. Ce matin, on va prendre l'angle ou la perspective d'une librairie. Retenez que c'est parce qu'il nous faut des exemples. C'en est un sur lequel j'ai des choses à vous montrer, mais les principes, en fait, ce qu'on va voir pourrait s'appliquer un peu partout. Deuxièmement, je vais beaucoup parler de découvrabilité également. Pour moi, la prescription littéraire, c'est un vecteur, une façon de stimuler la découvrabilité des œuvres des auteurs. Et donc, c'est pour ça qu'on va en parler. Dernière information avant de débuter la présentation, je tiens à remercier l'équipe de la plateforme leslibraires.ca qu'on utilisera pour les exemples de présentation d'utilisation de l'IA en découvrabilité du livre. Leslibraires.ca, c'est une bannière commune exploitée par plus de 120 librairies indépendantes du Québec, donc en mode mutualisation des investissements sur le web pour créer une présence forte. Et donc, c'est l'exemple qu'on utilisera aujourd'hui. On va parler d'utilisation de métadonnées enrichies par l'intelligence artificielle pour ajouter à l'expérience de découverte de prescription de livres, à la fois pour enrichir des outils techniques, mais aussi pour enrichir le travail des libraires qui font des activités sur ce site. Et donc, le plan pour ce matin, je vais prendre un peu de recul et parler de métadonnées, de découvrabilité, d'expérience utilisateur. Vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, c'est important de poser le problème avant de s'attaquer à la solution, d'utiliser l'IA comme solution. On va discuter rapidement des contextes, des opportunités qui ont fait en sorte que les libraires ont choisi d'implanter l'IA dans leur plateforme pour répondre à ces différents enjeux. On va présenter évidemment de façon pratique quels sont ces usages qui sont faits de métadonnées générées par l'intelligence artificielle et aborder en quelques secondes les résultats, les impacts de ce projet sur leurs activités. Je le répète, on veut d'abord comprendre les enjeux, comprendre les problèmes et identifier des solutions. Ensuite, parce que ce serait, je crois, une erreur de partir de la solution et d'inventer des problèmes qui vont avec. Donc, si ça convient à tous, je démarrerai tout de suite en vous parlant, comme je te disais, de métadonnées, de découvrabilité et d'expérience utilisateur. Et on pourrait se demander, c'est quoi le lien entre ces trois choses-là? Pour moi, elles sont liées, mais ce n'est peut-être pas évident qu'elles le sont. Et donc, je vais prendre quelques minutes pour essayer de répondre à cette question-là. Et je propose de le faire en observant les composantes types d'un site de commerce électronique de livres, donc une librairie en ligne. C'est fait de quoi une librairie en ligne? Et à partir de là, je crois qu'il va devenir plus évident de comment ces trois choses-là sont liées et comment l'intelligence artificielle peut aider pour bien les faire fonctionner. Et donc, pour rappel, je pense que tout le monde est très familier. N'importe quel site de vente de livres aura des fiches de livres détaillées avec un titre, une image, une description, le nom de l'auteur, ainsi de suite, des dizaines et des dizaines de métadonnées. Cette fiche de livre-là, on va y accéder à travers différents outils, notamment un outil de recherche où on peut taper un mot et on va nous trouver les livres dont le titre ou la quatrième de couverture contiennent le mot en question.
Il va y avoir évidemment des outils de navigation, donc qui nous permettent de, plutôt que de taper des mots un peu aléatoires, de choisir, de se promener, de naviguer dans une taxonomie qui a été déterminée par l'exploitant du site et qui nous permet de voir des catégories, des sous-catégories, éventuellement des sous-sous-catégories pour accéder éventuellement à des livres. Un bon site de commerce électronique contient également des artefacts de marketing, si on veut. Donc, des articles de blog, des carousels, des sélections thématiques, des palmarès qui vont mettre en valeur un certain nombre de livres liés entre eux. De plus en plus, pas forcément sur tous les sites de librairie en ligne, on a des recommandations personnalisées. Par exemple, des suggestions de lecture qui sont basées sur un historique d'achat ou sur un historique d'interaction, d'engagement de l'utilisateur sous forme de like ou sous forme de notes. J'inclus également dans l'expérience utilisateur d'un site de commerce électronique les infolettres, ou en fait tout ce qui sort du périmètre du site lui-même et qui va ramener des gens vers l'expérience sur site ou in-app. On aurait pu parler des médias sociaux, qui est aussi une autre façon d'aller rejoindre les gens à l'extérieur de son propre écosystème. L'infolettre est également un bel exemple. Et donc, toutes ces composantes du site de vente de livres, pour moi, elles ont un point en commun, c'est qu'elles sont toutes alimentées par les métadonnées dont la chaîne du livre dispose, les métadonnées que les éditeurs produisent, qui sont agrégées dans différents hubs et qui sont ensuite utilisées par les librairies. Ce qu'elles ont aussi de commun, évidemment, c'est que c'est mis ensemble qu'elles créent l'expérience utilisateur. Donc, chacune d'entre elles, indépendamment, serait pas suffisante, mais qu'on les additionne ensemble, c'est ça qui crée une expérience de consommation, une expérience de découverte de livres. Certaines d'entre elles vont contribuer à la découvrabilité externe, c'est-à-dire ramener des gens vers l'écosystème en librairie. D'autres vont plutôt contribuer à la découvrabilité interne, donc une fois qu'on est dans la librairie, découvrir des livres, des œuvres, des auteurs. Et donc, le lien que j'évoquais en début de présentation entre les métadonnées, la découvrabilité et l'expérience utilisateur, c'est que ce sont les métadonnées qui créent les deux autres et elles s'influencent mutuellement. Ce qui nous mène à la question, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qui peut devenir, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et comment l'IA peut nous aider à améliorer les choses? Et je prends un pas de recul pour parler du contexte qui a déclenché le projet d'utilisation de l'IA sur leslibraires.ca. Évidemment, il y avait le fait que l'IA était de plus en plus accessible. Le nombre d'outils disponibles sur le marché augmente. Les outils traitent de mieux en mieux la langue française. Quand j'ai commencé à travailler sur des projets comme Tami il y a 6 ou 7 ans, la majorité des outils ne fonctionnaient que sur des textes en anglais. C'est plus le cas. Et dans leur cas, il y avait également une opportunité, un contexte plus spécifique d'une refonte du site, donc d'un peu réinventer le site et d'une démarche de consultation d'usagers, donc vraiment des panels d'usagers qui avaient exprimé des besoins, qui avaient exprimé des préférences sur la façon de fonctionner et un audit du référencement web. Donc, est-ce que le site se positionnait bien sur les moteurs de recherche? Et les conclusions de cet audit étaient assez bonnes. De façon générale, les métadonnées étaient bien exploitées, la découvrabilité était OK, l'expérience utilisateur était relativement satisfaisante. Mais ce qui amenait un questionnement, c'était plutôt l'élément de comparable. En fait, toutes les autres librairies en ligne qui s'adressaient au même marché, qui s'adressaient au public canadien dans ce cas-ci, avaient à peu près la même expérience utilisateur, le même référencement, les mêmes outils de découvrabilité. Et en fait, le constat qu'on avait fait, j'accompagnais les libraires à l'époque, c'était que la découvrabilité et l'expérience utilisateur de ces sites-là sont presque identiques parce qu'ils utilisent la même matière de base. Les mêmes métadonnées génèrent le même genre d'expérience utilisateur. Et donc, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire soit une meilleure utilisation des mêmes métadonnées ou est-ce qu'on peut en trouver d'autres? Est-ce qu'on pourrait même en générer d'autres grâce à l'intelligence artificielle?
avant de se lancer là-dedans, on s'est dit, faisons un portrait de ce dont on dispose en termes de métadonnées. On va essayer de les classer. On va essayer de faire des catégories. On a utilisé un premier angle d'analyse pour les catégoriser, celui de... en fait, on s'est demandé est-ce que la métadonnée était plutôt générée du côté du produit ou plutôt du côté du consommateur? Et d'autre part, est-ce que sont plus descriptives du livre lui-même ou plutôt descriptives de l'expérience de lecture? Et donc, si je place ça dans une matrice, on voit d'un côté les métadonnées traditionnelles de catalogage, le titre, l'auteur, ainsi de suite. C'est produit, ça vient du côté produit et c'est plutôt descriptif. Après, on a des données qui sont générées typiquement en librairie ou parfois en bibliothèque ou parfois dans les médias, donc les éléments de marketing que j'ai présentés plus tôt, la recommandation, les prix, ainsi de suite, produits par des professionnels, donc des libraires, des bibliothécaires, des chroniqueurs. En ce qui concerne l'expérience de lecture du côté consommateur, on a aussi des données, des métadonnées qui sont générées sur le livre, notamment les likes que font les consommateurs, les notes, les critiques qu'on voit sur les librairies ou dans les médias sociaux de lecteurs. Mais apparemment, il y a un vide du côté expérience de lecture associé au produit lui-même. Et donc, si on récapitule, on a des créateurs qui parlent du livre, des professionnels qui parlent du livre, on a le public qui parle du livre, mais on n'a rien qui s'apparente à le livre parle de lui-même, se décrit son contenu, son expérience. Et donc, l'opportunité qui existait à l'époque et avec laquelle on a travaillé avec leslibraires.ca, c'est le projet Tami, qui est une plateforme que je porte depuis 7 ans et qui est une plateforme qui utilise des algorithmes de traitement du langage naturel pour traiter le contenu des livres. Donc, on lui donne des livres numériques et il va faire plusieurs choses, dont l'extraction d'entités nommées. Et il peut le faire à grande échelle sur des milliers de livres grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, ce n'est pas de l'intelligence artificielle générative, c'est plutôt une intelligence artificielle analytique qui va essayer de comprendre le livre et nous extraire ce qu'elle considère comme étant importante. Sur ce titre, par exemple, l'IA va identifier plus de 2000 entités. Qu'est-ce que j'entends par entité? Des lieux, des personnes, des organisations, des événements. Il peut y avoir des animaux, des aliments, ainsi de suite. Des milliers de choses qui sont mentionnées dans le livre et qui ont un sens, qui sont porteuses de sens, mais qui sont aussi des accroches de découverte dans des parcours d'utilisateurs, des parcours numériques sur le web, médias sociaux, infolettres, moteurs de recherche, et qui peuvent amener la découverte du livre. On y revient dans 2 secondes avec des exemples plus concrets. Je prends, avant de vous montrer les exemples concrets, le temps de bien distinguer 2 marques que je mentionne dans la présentation. Donc, le robot lecteur, c'est la marque grand public que les libraires a utilisé, leslibraires.ca a utilisé pour exploiter toutes les fonctionnalités autour de l'IA. Ils ont choisi de créer ce petit personnage qui est le robot et qui aide à explorer les contenus de livres. Donc, il faut bien le distinguer. Donc, je vous ai mentionné Tami, c'est un outil professionnel, donc B2B utilisé pour consulter les métadonnées, des milliers d'entités nommées associées au livre. D'autre part, le robot lecteur, c'est la marque grand public qui exploite ces données sur leslibraires.ca. Et donc, je vous présente 3 ou 4 modifications à l'expérience utilisateur qui ont été, pas modifications, enrichissement à l'expérience utilisateur qui ont été apportées grâce à ces données générées par l'IA. La première, c'est la présence de ces entités dans le moteur de recherche. Je vous disais tout à l'heure, moteur de recherche, on y tape des mots, on trouve des livres dont la 4e de couverture où le titre contenait les mots. Dans ce cas-ci, on trouve également des titres pour lesquels le robot lecteur a identifié une entité particulière. Donc, dans ce que vous voyez à l'écran,
l'usager cherche Leonard Cohen. On va évidemment lui présenter des livres qui contiennent Leonard Cohen dans le titre ou dans la description, mais également des histoires où le chanteur est évoqué de façon récurrente, donc pas simplement ponctuellement, anecdotiquement. C'est pas une recherche plein texte, c'est vraiment le fait que dans ce cas-ci, cet individu soit mentionné à plusieurs reprises dans l'histoire. Donc, présumément, les protagonistes de l'histoire écoutent sa musique ou sont allés le voir en spectacle ou peu importe. Le deuxième élément qui est associé à ça, c'est que toutes les fiches livres présentent les entités, en fait, suggèrent à l'utilisateur entre 5 et 10 entités dominantes dans le texte. Donc, évidemment, quand on a fait la recherche, on a confirmé ça. Parfois, on est plutôt en mode découverte, on regarde la fiche d'un livre et on peut voir que il y a 5 ou 6 ou 10 thèmes ou entités intéressantes qui vont toutes être associées à un court extrait, donc un court passage du livre où on va surligner l'entité en question. Et donc, le consommateur peut faire une découverte. C'est un peu comme les fameuses fonctionnalités de feuilletage de livres où on a des courts extraits. Dans ce cas-ci, les extraits sont personnalisés à un des actes de découverte du livre, donc l'entité qui intéresse le consommateur. Troisième utilisation qu'on a faite, très technique, donc je n'entrerai pas dans les détails. Retenez qu'il existe des standards qui permettent aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu des pages web qui sont indexées, notamment les données structurées avec le vocabulaire schema.org. Donc, on a injecté dans les métadonnées structurées également l'information sur les entités pour dire au moteur de recherche, voici ce livre parle de tel ou tel ou tel sujet. Donc, ajout supplémentaire, non visible pour les humains, mais très important en découvrabilité et en référencement. Le dernier exemple que je voulais vous montrer est super intéressant parce que dans ce cas-ci, on n'a pas utilisé les métadonnées comme solution technique, comme brique technique dans le site. On a plutôt donné accès aux libraires à l'ensemble de la base de données pour leur permettre de faire des nouvelles initiatives de prescription, de médiation. Par exemple, des articles de blog où on va réunir 10 livres autour, je suis encore sur la thématique d'un artiste, dans ce cas-ci, c'est un groupe de musique québécois. Donc, 10 livres où le nom de l'artiste en question n'apparaît pas dans la quatrième de couverture, n'apparaît pas dans le titre, mais où ils sont importants dans l'histoire et qui fait en sorte qu'on a la possibilité de créer assez facilement des contenus, donc des carousels ou des articles de blog qui ont un potentiel de viralité très intéressant, qui permettent de faire découvrir des contenus à des lecteurs peut-être un peu moins naturels, disons, et qui ont l'avantage d'être très faciles à générer et qu'il aurait probablement été impossible de faire pour un libraire parce que ça demande une connaissance trop précise du fond et de tous ces livres-là. Et donc, cette initiative-là, elle a l'avantage de créer du vrai contenu. C'est dans l'ADN des libraires que ce soit des humains qui fassent ces sélections-là, mais ils sont assistés par l'IA pour le faire. On en a fait des centaines. Dans plusieurs cas, ça génère d'excellents résultats en référencement, donc des premières places sur Google avec des présentations enrichies de résultats. Je passe rapidement sur les autres types de résultats. Rapidement sur les impacts de façon plus large sur les libraires. Un premier impact qui était inattendu a été l'intérêt médiatique. C'est un projet qui a suscité énormément d'intérêt, de questions. Les médias s'intéressaient à l'innovation de la librairie autour de l'IA. De façon plus large, ça a été un projet qui a été un peu un catalyseur de partenariat entre éditeurs et libraires parce qu'il y a eu évidemment la discussion respect de la chaîne de droit et tout ça, et un stimulant pour d'autres initiatives technologiques qui, on l'espère, auront lieu dans le site. Je conclue rapidement là-dessus. Je crois que j'ai respecté la vingtaine de minutes qui étaient prévues pour la présentation. Il me semble je ne sais pas si on est techniquement en mesure de prendre des questions. Donc, si c'est le cas, je suis en mesure de répondre. Sinon, il y a mon adresse mail à l'écran. N'hésitez pas à m'écrire pour des questions. Alors, la question, c'est est-ce que vous nous entendez? Je ne sais pas.
Je vous entends très bien. Alors, on peut prendre une question avant la pause café. Très bien. Bonjour, ou bonsoir plutôt. Anne Bergman de la Fédération des éditeurs européens. Je voulais savoir si toutes ces activités avaient fait remonter les sites de ces libraires dans les résultats des moteurs de recherche, parce que je pense que les consommateurs, ils se basent surtout sur une recherche, par exemple Google, pour accéder à un ouvrage. Donc, est-ce que ça a aidé les libraires à être plus haut dans les pages des moteurs de recherche? Merci beaucoup. Merci à vous pour la question qui est très bonne. En fait, la réponse est oui. Et c'était d'ailleurs une des intentions du projet. Je vais quand même être prudent. Donc, de façon générale, au moment de lancer la refonte web, le positionnement sur les moteurs de recherche s'est amélioré. Puis on peut le mesurer par différents outils, là, notamment la Search Console de Google. Là où le projet en question intervient, c'est notamment sur les requêtes en anglais on dit de long tail, donc de longue traîne. Quand on avait fait l'audit initialement, on s'était rendu compte que c'était là où il y avait peut-être des lacunes dans le référencement du site. C'est-à-dire que le site performait déjà très, très bien, honnêtement. C'était sur google.ca, dans le cas qui nous intéresse. Le site performait déjà très bien sur les requêtes associées à des titres ou à des noms d'auteurs. Donc, typiquement pour les consommateurs qui savent déjà ce qu'ils veulent acheter. Par contre, pour des requêtes plus floues, associées à des thèmes, associées à des genres ou associées à des thèmes hyper précis, il y avait place à amélioration et c'est là-dessus que l'injection des entités nommées dans les pages, les extraits de texte associés à ces entités et les sélections thématiques bâties autour des différentes entités a permis d'aller chercher des affichages supplémentaires en fait et des clics supplémentaires sur Google. Je crois qu'on va devoir s'arrêter là puisqu'on a une suite de matinée assez chargée. Merci beaucoup, Christian. C'est un plaisir. Merci à vous.